Le ruisseau chante peut-être, mais il n'est pas toujours profond. Les habitants de Redemption Valley oubliaient trop souvent cette vérité. Ils jugeaient les choses à leur apparence plutôt qu'à leur substance. Chelsea Macmillan l'a appris à ses dépens. Mariée jeune à un fils de banquier qui portait des bottes cirées mais avait l'âme pourrie. La ville la considérait comme chanceuse, mais derrière des portes closes, ses paroles étaient plus tranchantes qu'un fer rouge. Il se moquait de son rire, de sa cuisine, et même de sa façon de marcher sur les terres de son propre père. Lorsque le feu l'a emporté, le cœur de Chelsea était déjà réduit en cendres, et elle s'est jurée de ne plus jamais confondre le son de la douceur avec son goût. Avant de replonger dans l'histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous la regardez. Et si cette histoire vous touche, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Chelsea avait 16 ans lorsque la tuberculose emporta ses deux parents à 3 mois d'intervalle. Le ranch Double M, avec ses 2000 acres de pâturage de premier choix et un troupeau d'une valeur de 15 000 $, appartint soudainement à une jeune fille qui savait à peine tenir une comptabilité. L'avocat de son père, Declan Price, avait tout arrangé avec une efficacité implacable. Mademoiselle Macmillan Price avait dit, en ajustant ses lunettes et montures métalliques dans le salon du ranch, « Le testament de votre père stipule votre fiançailles avec Kell Goodwin. La cérémonie doit avoir lieu dans les 6 mois afin d'assurer la stabilité financière du ranch. » Chelsea se souvenait d'autres choses de ses parents. Thomas Macmillan poursuivait sa mère dans la cuisine, lui volant des baisers tandis qu'elle riait et le repoussait avec son tablier. Ils dansaient sans musique sous le porche, se chuchotant des secrets qui les faisaient rougir comme des adolescents. Leur amour était espiègle, tendre, plein d'affection. Elle s'attendait à la même chose du mariage. Kell Goodwin arriva pour leur mariage dans une calèche noire qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en 2 ans. Fils du banquier le plus en vue de la ville, il était grand et beau dans son costume sur mesure, ses cheveux blonds lissés en arrière avec une pommade coûteuse. Les femmes de Redemption Valley chuchotaient à propos de la chance de Chelsea. « Cette fille a trouvé le jackpot », disait Madame Annabelle Collier, la femme du pasteur, en s'éventant pendant la cérémonie. Kell Goodwin aurait pu choisir n'importe quelle fille d'ici à Denver. Le mariage eut lieu à la First Baptist Church de Redemption Valley par une après-midi étouffante du mois d'août 1883. Chelsea portait la robe ivoire de sa mère, retouchée pour s'adapter à sa silhouette plus menue. Les manches en dentelle lui semblaient lourdes sous la chaleur, mais pas autant que l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Pendant la cérémonie, la main de Kell était froide et moite contre la sienne. Lorsque le révérend Jake Collier les déclara mari et femme, le baiser de Kell fut bref et expéditif, ressemblant davantage à la conclusion d'un accord commercial qu'au début d'une vie commune. Les problèmes commencèrent dès cette nuit-là. « Enlève cette robe ridicule », ordonna Kell dans leur chambre, la voix aiguë d'impatience, « et fais quelque chose pour tes cheveux. On dirait que tu t'es battu avec du bétail. » Les doigts de Chelsea tremblaient tandis qu'elle retirait son voile de mariée. « Je pensais que tu aimerais peut-être que je les laisse détacher. Mon père disait toujours, ma mère était magnifique avec ses cheveux détachés. » Kell rit, mais son rire était dépourvu de chaleur. « Ton père était un simple éleveur, Chelsea. Je ne cherche pas une femme des pionniers qui prétend être une dame. J'essaie de me comporter avec dignité. » Ces mots la frappèrent comme un coup physique. Elle avait passé des heures ce matin-là à coiffer ses cheveux noirs comme sa mère le lui avait appris, en entrelaçant de petites fleurs sauvages dans ses boucles. Son reflet lui avait rappelé sa mère le jour de son mariage. « J'essayais seulement d'essayer quoi? De m'impressionner avec tes charmes rustiques. » Carl desserra son col, son mouvement brusque trahissant son irritation. « Garde tes efforts pour quelque chose d'utile, comme apprendre à parler sans cet accent de campagnarde. Cela me met mal à l'aise en public. » Chelsea eut la gorge serrée. Ses parents n'avaient jamais critiqué sa voix. Son père disait qu'elle ressemblait à l'eau de source coulant sur des pierres lisses. Sa mère l'encourageait à chanter pendant qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin. Les mois qui suivirent apportèrent chaque jour de nouvelles humiliations. Au petit déjeuner, Carl grimaçait lorsqu'elle passait devant lui. « Les biscuits. Ils ont le goût de chiure, disait-il en repoussant l'assiette. Tu ne peux pas faire quelque chose de comestible? Ou dois-je engager une cuisinière pour faire ce qu'une bonne épouse devrait savoir faire? » Lorsqu'ils assistaient à des réunions paroissiales, il la corrigeait devant les autres couples.
Chelsea veut dire que le prix du bœuf a augmenté. Il l'interrompait d'un ton condescendant. Mais je suppose que les discussions sur l'élevage n'intéressent pas une compagnie raffinée. Les femmes souriaient nerveusement et changeaient de sujet tandis que Chelsea rougissait de honte. Elle se mit à parler de moins en moins en public, jusqu'à ne plus parler du tout. Au bal de la récolte de Redemption Valley, Carl refusa de danser avec elle. « Je ne veux pas me ridiculiser », lui dit-il alors qu'elle regardait les autres couples valser sur la piste. « Tu bouges comme si tu gardais des moutons. » Chelsea avait appris à danser avec son père, qui fredonnait des mélodies pendant qu'il s'entraînait sous le porche. Elle avait rêvé de danser avec son mari, de se sentir gracieuse et chérie dans ses bras. Au lieu de cela, elle était assise seule à une table dans un coin, tandis que Callis discutait d'affaires bancaires avec les autres hommes. Les pires moments étaient ceux où ils étaient seuls. Carl énumérait ses défauts avec la précision d'un comptable. « Tes manières à table sont épouvantables », lui avait-il dit un soir après qu'elle eut passé toute la journée à préparer son plat préféré. « Tu tiens ta fourchette comme une ouvrière agricole, et cette robe te fait ressembler à une vache laitière. Tu n'as rien qui ne crie « Phil de Ranch ». Chelsea baissa les yeux vers la robe en coton bleu que sa mère avait cousue. Elle l'avait choisie parce que Carl avait un jour mentionné qu'il aimait cette couleur. Maintenant, elle lui semblait minable et inadaptée à sa peau. « J'aurais pu épouser Piper Hearst », continua Kell en coupant son steak avec une précision violente. Son père possède le plus grand magasin de Colorado Springs. Elle parle français et joue du piano. Elle sait se comporter comme une dame. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Les mots échappèrent à Chelsea avant qu'elle ne puisse les retenir. La fourchette de Carl heurta bruyamment son assiette. Ses yeux verts devinrent aussi froids que le givre de janvier. « Parce que ton ranch faisait partie de l'arrangement, ma chère épouse. Les terres de ton père bordent la servitude ferroviaire. Lorsque la Denver and Rio Grande prolongera sa ligne à travers Redemption Valley, cette servitude vaudra 50 000 $. La vérité la frappa plus durement que son insulte la plus cruelle. Il ne l'avait jamais désirée. Il voulait son héritage, ses terres, l'héritage de son père. Elle n'était qu'un inconvénient qui accompagnait le prix. Après cela, Chelsea cessa d'essayer de lui plaire. Elle cessa de se boucler les cheveux, cessa d'essayer d'engager la conversation pendant le dîner, cessa de porter les bijoux de sa mère. Elle se déplaçait dans leur maison commune comme un fantôme, ne parlant que lorsqu'on lui adressait la parole, mangeant en silence pendant qu'il énumérait ses défauts. L'incendie se déclara une nuit de février, alors que le vent soufflait des montagnes comme une créature vivante. Chelsea était dans la cuisine, en train de lire le vieux livre de recettes de sa mère à la lumière d'une lampe, lorsqu'elle sentit une odeur de fumée. Elle courut dehors et vit les flammes consumer la grange où ils stockaient la nourriture pour l'hiver. La lueur orange illuminait le ciel nocturne et elle pouvait entendre le bétail mugir de détresse depuis le pâturage adjacent. « Préviens, Carol », cria-t-elle en direction de la maison, les granges en feu, mais Carol courait déjà vers les flammes, criant qu'il avait des papiers importants dans le bureau de la grange. Chelsea le regarda avec horreur disparaître dans la structure en feu. Elle courut vers le dortoir pour réveiller les ouvriers du ranch, mais le temps qu'ils organisent une chaîne humaine avec des seaux, la grange était entièrement en feu. Ils pouvaient entendre Kell appeler à l'aide de l'intérieur, mais les flammes étaient trop intenses pour qu'ils puissent l'atteindre. Lorsque le toit s'est effondré, ses cris se sont tus. Ils ont retrouvé son corps le lendemain matin, serrant dans ses mains un coffre-fort métallique contenant ses documents bancaires. Les papiers à l'intérieur n'étaient plus que cendres. Debout, près de sa tombe au cimetière de Redemption Valley, Chelsea sentit quelque chose mourir en elle qui n'avait rien à voir avec le chagrin. Elle avait tant essayé d'être la femme que Carol voulait, et il avait récompensé ses efforts par de la cruauté et du mépris. Elle ne se soumettrait plus jamais à une telle humiliation. « Je ne me remarierai jamais », murmura-t-elle au vent, tandis que la terre tombait sur son cercueil. « Je ne laisserai plus jamais les paroles d'un homme me rabaisser à néant. » Les années qui suivirent la mort de Carol passèrent comme les saisons pendant une sécheresse longue, aride et immuable. Chelsea se lança dans la gestion du ranch Doubleman avec la détermination farouche d'une femme qui n'avait plus rien à perdre, sauf son indépendance. Elle apprit à lire les rapports sur le marché du bétail dans la Redemption Valley Gazette, suivant les fluctuations du prix du bœuf, qui oscillait entre 18 et 22 $ par tête. Elle négocia avec les représentants des chemins de fer qui venaient fouiner autour de sa propriété,
offrant des sommes de plus en plus alléchantes pour les droits de servitude que son défunt mari avait tant tenu à revendiquer. Madame Goodwin, dit Neil Williams, un représentant éloquent de la Denver and Rio Grande Railroad, en soulevant son chapeau dans sa cuisine. Nous sommes prêts à vous offrir 45 000 $ pour un droit de passage permanent sur votre pâturage oriental. C'est plus d'argent que la plupart des gens ne voient dans toute leur vie. Chelsea lui servit du café dans la cafetière en porcelaine de sa mère, le seul objet élégant qu'elle avait conservé de la maison de ses parents. Monsieur Williams, ces pâturages à l'est sont ceux où mon bétail paie au printemps. Sans eux, je devrais réduire mon troupeau de moitié. 45 000 $, cela semble impressionnant, jusqu'à ce que l'on considère que je perdrais au moins 3 000 $ de ventes annuelles de viande bovine. Le sourire de Williams vacilla. Il s'attendait clairement à négocier avec une veuve en deuil qui ne connaissait rien aux affaires. Au lieu de cela, il trouva une femme qui avait passé 3 ans à apprendre tous les aspects de la gestion d'un ranch, de la comptabilité au calendrier de reproduction. Nous pourrions peut-être discuter d'autres solutions. Vous pourriez peut-être en discuter avec quelqu'un d'autre, répondit Chelsea, en le raccompagnant à la porte. Ma terre n'est pas abondante. Les prétendants commencèrent à arriver 6 mois après les funérailles de Carol, comme s'ils avaient compté les jours de son deuil. Ils venaient avec des fleurs, des poèmes et des promesses qui sonnaient aussi creux que les cloches d'une église vide. Ethan Owens, propriétaire de la plus grande ferme céréalière des 3 comtés, lui apportait des roses tous les dimanches après la messe. « Chelsea, dit-il, debout maladroitement sous son porche dans son plus beau costume. Vous êtes seule depuis trop longtemps. Une femme a besoin de protection, surtout une femme avec vos atouts. Je pourrais subvenir à vos besoins. Je subviens très bien à mes besoins. » « Merci, répondit Chelsea sans l'inviter à entrer, et je n'ai besoin d'aucune protection, sauf contre les visiteurs indésirables. » Rocky Ferguson, le seul médecin de la ville, tenta une approche différente, faisant appel à son sens pratique. « Pensez aux soins médicaux que je pourrais vous prodiguer, » dit-il en montrant son ranch d'un geste de sa main pâle. « Les accidents sont fréquents dans les ranchs. Vous pourriez vous blesser 100 personnes pour vous soigner. En tant que mon épouse, vous bénéficieriez de soins professionnels. » Chelsea faillit éclater de rire. « Dr. Ferguson, la seule chose qui me fait souffrir ces derniers temps, c'est le défilé d'hommes qui pensent que je ne peux pas survivre sans eux. Je crois que je vais prendre le risque d'avoir un accident. » La persévérance de ses prétendants la stupéfiait. Il semblait considérer ces refus comme de simples obstacles à surmonter plutôt que comme de véritables décisions. Zane Banks, qui avait hérité de la prospère entreprise de maroquinerie de son père, était peut-être le plus déterminé. « Vous ne pouvez pas pleurer éternellement, Chelsea, » lui dit-il lors d'une de ses visites hebdomadaires, s'installant dans son salon comme s'il était chez lui. « Quand ne voudrait pas vous voir dépérir dans la solitude? Je le connaissais bien. Il voudrait que vous retrouviez le bonheur. » Cette fois, Chelsea rit, mais son rire n'avait rien d'amusant. « Monsieur Banks, si vous connaissiez mon défunt mari aussi bien que vous le prétendez, vous sauriez qu'il ne s'est jamais soucié de mon bonheur. Il se souciait de mes terres, de mon héritage et du statut social qui allait avec. Si vous êtes ici pour les mêmes raisons, vous nous faites perdre notre temps à tous les deux. » Le visage de Zane s'assombrit. « C'est cruel de dire cela d'un homme mort. »« Ce serait encore plus cruel de prétendre le contraire, » répondit Chelsea. « Bonne journée, Monsieur Banks. » Entre repousser les prétendants et gérer le ranch, Chelsea découvrit des forces qu'elle ne se savait pas posséder. Elle apprit à lire le ciel pour anticiper les changements météorologiques, à repérer les maladies du bétail avant qu'elles ne se propagent, à négocier les prix des aliments avec les fournisseurs, qui avaient d'abord tenté de tromper la veuve en deuil. Ces ouvriers agricoles, d'abord sceptiques à l'idée de recevoir des ordres d'une femme, finirent par respecter son jugement. Leonidas Stewart, son contremaître de longue date, devint son conseiller le plus fidèle. « Madame Goodwin, Leonidas, dit-il un matin alors qu'ils inspectaient un pâturage où l'herbe était clairsemée, nous devons déplacer le troupeau vers la partie nord. Cette herbe ne repoussera pas si nous continuons à la faire paître. » « Je pensais la même chose, » répondit Chelsea, appréciant qu'il lui demande son avis plutôt que de simplement lui donner des ordres. « Combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant de pouvoir les ramener ici? 6 semaines, peut-être 8, si la pluie ne tombe pas. » Ces conversations, axées sur des questions pratiques plutôt que sur son apparence ou son comportement,
lui faisait l'effet d'une gorgée d'eau fraîche après des années passées dans le désert. Ses employés se souciaient de ses décisions, pas de sa tenue vestimentaire ou de ses manières à table. Ils appréciaient son intelligence, pas sa soumission, mais la solitude s'installait pendant les heures calmes. Les repas du soir pris seuls dans la grande maison du ranch résonnaient des souvenirs du rire de ses parents. Le dimanche matin, elle s'asseyait sur le même banc d'église où elle avait autrefois été humiliée. Désormais isolée par sa réputation de veuve hostile qui refusait tous les prétendants, elle se demandait si elle ne devenait pas aussi dure et inflexible que les hommes qu'elle rejetait. Parfois, elle se surprenait à parler sèchement aux ouvrières agricoles ou à répondre avec une froideur inutile aux questions innocentes des habitants de la ville. L'armure qu'elle avait construite autour de son cœur devenait de plus en plus épaisse, de plus en plus lourde, de plus en plus difficile à retirer. Un après-midi de fin de printemps, alors qu'elle vérifiait le troupeau dans le pâturage sud, elle remarqua un mouvement près de l'étable. Une silhouette travaillait sans relâche parmi les vaches laitières, se déplaçant avec une efficacité silencieuse. Elle le reconnut, Dalton Hancock, l'un des ouvriers du ranch qui travaillait depuis qu'elle avait 19 ans. Chelsea l'avait à peine remarqué pendant son mariage. Qu'elle avait rejeté tous les ouvriers agricoles, les considérant comme de simples muscles à louer, indignes de l'attention des gens raffinés. Mais en regardant Dalton travailler, elle se surprit à s'intéresser à cet homme discret qui faisait partie du rythme de son ranch depuis 4 ans. Il trayait la vieille Bessie, la vache la plus capricieuse de leur petit troupeau laitier, lui parlant d'une voix basse et apaisante qui la calmait. La plupart des autres ouvriers évitaient Bessie, prétextant qu'elle était trop capricieuse pour qu'on s'en occupe. « Doucement, ma fille, » murmura Dalton, ses mains burinées posées fermement sur l'autre. « Personne ne te presse. Prends ton temps. » Chelsea se surprit à s'approcher, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Dalton semblait avoir environ 25 ans, avec des cheveux foncés légèrement bouclés au niveau du col et des mains qui témoignaient d'années de travail honnête. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa présence, une tranquillité qui contrastait fortement avec l'urgence et les exigences auxquelles elle s'était habituée chez les autres hommes. Lorsqu'il eut terminé avec Bessie, il remarqua que Chelsea l'observait. « Bonjour, Madame Goodwin, » dit-il en touchant le bord de son chapeau. Bessie donne beaucoup de lait ces derniers temps, près d'1 gallon chaque matin. Sa voix était plus grave que dans son souvenir, avec un léger accent qui lui rappelait son pays natal. Ce n'était pas la critique sévère qu'elle avait endurée de la part de Kell, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus authentique. « C'est bon à entendre, » répondit Chelsea, soudainement gênée. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait parlé directement à Dalton, alors qu'il travaillait sur ses terres depuis des années. « Vous savez vous y prendre avec elle. Les animaux savent quand vous les pressez, » dit Dalton en versant le lait dans des bocaux propres. La patience est très utile avec la plupart des créatures. Il y avait quelque chose dans son ton, une douceur qui fit se demander à Chelsea s'il ne parlait pas seulement du bétail. Elle se retrouva à s'attarder près de la grange, le regardant nettoyer son équipement avec le même soin qu'il avait montré à la vache. Pour la première fois en 3 ans, Chelsea sentit quelque chose bouger en elle qui n'était ni de la colère, ni du chagrin, ni une froideur défensive. C'était de la curiosité, et cela l'effrayait plus que la persévérance de n'importe quel prétendant. L'été apporta des changements au ranch Doubleman qui semblait tourner autour de Dalton Hancock. Alors que Chelsea avait autrefois à peine remarqué ce cow-boy discret, elle se surprenait désormais à être consciente de sa présence tout au long de ses journées. Elle l'apercevait en train de réparer les clôtures avec un soin méticuleux ou de préparer les repas pour les ouvriers du ranch dans la cuisine du dortoir, et elle ressentait alors un frémissement inconnu dans sa poitrine. Dalton avait un don pour la cuisine qui surprenait tout le monde, y compris Chelsea. Lorsque Leonidas mentionna que les hommes mangeaient mieux qu'ils ne l'avaient fait depuis des années, la curiosité de Chelsea la poussa à enquêter. Elle trouva Dalton dans la cuisine du dortoir un mardi soir, remuant une casserole qui emplissait l'air d'arômes riches et savoureux. Il avait réussi à transformer des restes de bœuf, des légumes fatigués et des produits de base du garde-manger en quelque chose qui sentait comme un festin. « Ça sent bon, » dit Chelsea depuis l'embrasure de la porte, surprise par son propre audace à l'approcher. Dalton leva les yeux, les joues légèrement rougies. « Je me contente d'utiliser ce que nous avons. Madame Goodwin, ne gaspillez pas, vous n'en manquerez pas. Ma grand-mère disait,
Ta grand-mère t'a appris à cuisiner. Oui, madame, j'ai perdu mes parents quand j'avais 12 ans. Elle m'a élevé jusqu'à ce que je sois assez grand pour voler de mes propres ailes. Il remua le contenu de la casserole d'un air pensif. Elle disait, « Un homme qui ne peut pas se nourrir tout seul n'est qu'un demi-homme. » Chelsea s'approcha, attirée par la chaleur de la cuisine et la façon décontractée dont Dalton parlait de son passé. Qu'y a-t-il là-dedans qui sent si bon? Rien d'extraordinaire, juste des os de bœuf mijotés pour donner du goût. Quelques carottes qui ramollissaient, des oignons, une poignée d'herbes que je cultive derrière le dortoir. Il goûta le ragoût à l'aide d'une cuillère en bois. Il réfléchit, il faudrait peut-être un peu plus de sel. Vous cultivez des herbes. Le sourire de Dalton était timide mais sincère. J'ai commencé un petit jardin là-bas. De la sauge, du thym, un peu de romarin. Cela semble inutile d'acheter des épices alors qu'elles poussent toutes seules avec un peu de soin. Chelsea se surprit à lui rendre son sourire. C'était le premier vrai sourire qu'elle échangeait avec un homme depuis aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir. « Je pourrais? Je pourrais voir votre jardin? » La petite parcelle derrière le dortoir était une révélation. En rangée bien ordonnée, Dalton avait cultivé non seulement des herbes, mais aussi des légumes, des tomates, des poivrons, des courges, des haricots, grimpant sur des tuteurs en bois. Tout était entretenu avec un soin et un savoir-faire évident. « C'est remarquable, » dit Chelsea en s'agenouillant pour examiner les plantes en bonne santé. « Vous avez créé quelque chose de magnifique ici. »« C'est juste pratique, » répondit Dalton. Mais elle pouvait entendre la fierté dans sa voix. Les aliments frais ont meilleur goût que ceux qui proviennent des boîtes de conserve, et ils coûtent moins cher aussi. Alors qu'il marchait entre les rangées, Dalton lui raconta des histoires sur le jardin de sa grand-mère, les techniques qu'elle lui avait enseignées, la satisfaction de cultiver des aliments de ses propres mains. Chelsea se surprit à se détendre comme elle ne l'avait pas fait depuis la mort de ses parents. « Je n'avais pas pensé au jardinage depuis des années, » admit-elle. « Ma mère et moi avions l'habitude de nous occuper des fleurs ensemble, surtout des roses. Elle disait qu'elles étaient comme des êtres humains. Elles fleurissaient mieux lorsqu'elles se sentaient en sécurité et bien entretenues. Elle avait l'air d'être une femme sage. Elle l'était. » Chelsea toucha un plant de tomates, remarquant à quel point il semblait en bonne santé par rapport aux légumes qui peinaient dans son propre potager négligé. « J'ai laissé son jardin mourir après son décès. C'était trop douloureux de l'entretenir. Les jardins ont la capacité de renaître, » dit Dalton doucement. « Parfois, ils ont juste besoin que quelqu'un croie à nouveau en eux. » Leurs conversations devinrent plus fréquentes. Chelsea trouvait des excuses pour vérifier diverses opérations du ranch qui la plaçaient près de l'endroit où Dalton travaillait. S'il remarqua son attention accrue, il n'en fit jamais mention, l'incluant simplement naturellement dans toutes les tâches qu'il accomplissait. Un après-midi, elle le découvrit en train de réparer une partie de la clôture qui bordait le ruisseau. Il travaillait méthodiquement, remplaçant les poteaux pourris et resserrant les fils de fer avec le même soin qu'il apportait à tout le reste. « Cette partie s'affaisse depuis des mois, » observa Chelsea en s'installant sur un rocher voisin pour le regarder travailler. « Léonidis l'a mentionné. J'ai pensé que je m'en occuperais avant que nous fassions passer le troupeau ici la semaine prochaine. Tu n'as pas besoin de te surcharger de travail. Les réparations de la clôture peuvent attendre l'équipe. » Dalton interrompit son martelage pour la regarder. « Ça ne me semble pas correct de laisser quelque chose de cassé alors que je peux le réparer. En plus, j'aime travailler de mes mains. C'est pour ça que tu es devenue ouvrière agricole, en partie pour le travail. » Dalton fixa un autre fil de fer, testant sa tension. « En vérité, j'avais besoin d'un endroit où me remettre pendant un certain temps. » Billy s'abonne pas. « Le travail à la ferme m'a offert cela. » Guérir de quoi? Pendant un instant, Chelsea crut qu'il ne répondrait pas. Puis Dalton posa ses outils et s'assit sur la clôture qu'il venait de réparer. « J'ai été fiancé une fois. Une fille nommée Maya Vincent, d'une ville à environ 80 km à l'est d'ici. Je pensais l'aimer. Je pensais qu'elle m'aimait aussi. » Chelsea ressentit une pointe de jalousie inattendue à l'évocation d'une autre femme. « Que s'est-il passé? J'ai trop donné, je suppose. Je disais toujours oui alors que j'aurais dû dire non. Elle voulait des choses que je ne pouvais pas lui offrir. Des robes chics, des bijoux, des voyages à Denver. J'avais 3 emplois pour essayer de la rendre heureuse. Je n'ai jamais mis 1 centime de côté pour notre avenir. Cela ne semble pas déraisonnable.
Un homme devrait vouloir subvenir aux besoins de sa fiancée. Le rire de Dalton était amer. Subvenir aux besoins est une chose. Se faire utiliser en est une autre. Il s'est avéré que Ma voyait quelqu'un d'autre depuis le début. Un représentant commercial qui pouvait lui offrir les choses que je ne pouvais pas lui offrir. Quand je l'ai découvert, elle m'a dit que j'aurais dû savoir qu'une fille comme elle ne se contenterait pas d'un homme comme moi. La cruauté désinvolte des paroles de Maya rappela à Chelsea, de manière désagréable, le traitement que lui avait infligé Caillou. Je suis désolé, ça a dû être douloureux. Ça l'a été, mais ça m'a appris quelque chose d'important. Je préfère être seul plutôt qu'avec quelqu'un qui me considère comme inférieur à ce que je suis. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant le ruisseau couler. Chelsea ressentit un lien inattendu avec l'expérience de Dalton. Ils avaient tous deux été rabaissés par des personnes qui prétendaient tenir à eux. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-elle. « 4 ans, cet automne. J'ai commencé juste après Meyer. Et j'ai mis fin à notre relation. Léonidis m'a embauché alors que j'étais complètement brisé. Et vous êtes satisfait de travailler ici pour... » Elle fit un geste vague, soudainement gênée par leur relation employeur-employé. « Travailler pour vous ?» Les yeux bruns de Dalton la fixaient sans ciller. « Oui, madame, vous êtes juste. Vous payez à temps et vous ne demandez pas plus qu'une journée de travail honnête. C'est plus rare que vous ne le pensez. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que vivent les hommes qui travaillent ici. Pendant mon mariage, je ne m'occupais pas des activités du ranch. Votre mari ne s'intéressait pas à votre opinion sur le ranch. » Chelsea eut instinctivement envie de défendre la mémoire de Caillou, mais quelque chose dans la sincérité de la question de Dalton l'en empêcha. Non, il ne s'intéressait pas à mon opinion sur quoi que ce soit. Cela semblait être du gâchis. Du gâchis? Vous êtes manifestement intelligente, Madame Goodwin. Vous avez appris plus sur l'élevage en 3 ans que la plupart des gens en 10 ans. Un homme intelligent voudrait connaître votre opinion. Le compliment était simple et sincère. Sans le langage fleuri utilisé par ses prétendants, il semblait plus authentique que toutes leurs louanges élaborées réunies. Leur relation de travail a commencé à changer après cela. Lorsque des problèmes surgissaient au ranch, Chelsea se surprenait à demander l'avis de Dalton, en plus des conseils plus formels de Léonidis. Dalton avait une sagesse pratique qui complétait l'expérience du contremaître, et il ne la faisait jamais se sentir stupide lorsqu'elle posait des questions. Ce changement n'est pas assez inaperçu auprès des autres employés du ranch, mais il semblait approuver l'engagement accru de leur patronne dans le travail. Joe Allison, le plus jeune de l'équipe, en a même fait l'éloge. « C'est bien de vous voir vous intéresser à tout, Madame Goodwin », a déclaré Joe un matin, alors qu'il se préparait à déplacer le bétail vers de nouveaux pâturages. « Votre père serait fier de la façon dont vous gérez cet endroit. » Cette remarque réchauffa le cœur de Chelsea plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle était en train de devenir le genre d'éleveuse que son père avait été, pratique, compétente, respectée par les gens qui travaillaient de la terre. Mais c'était sa prise de conscience grandissante à l'égard de Dalton qui l'excitait et l'effrayait à la fois. Elle commença à remarquer des détails à son sujet qui n'avaient rien à voir avec le travail, la façon dont il repoussait ses cheveux en arrière lorsqu'il se concentrait, le rire facile qu'il partageait avec les autres ouvriers pendant les repas, la douceur de sa voix lorsqu'il parlait aux animaux. Un soir, à la fin du mois de juillet, leur amitié a pris une tournure plus intense. Chelsea aidait Dalton à ranger des sacs d'aliments dans la grange, une tâche qui ne nécessitait pas vraiment 2 personnes, mais qui leur donnait une excuse pour passer du temps ensemble. « Cela devrait nous suffire jusqu'à la fin du mois d'août », a déclaré Dalton en soulevant un autre sac pour le mettre en place. La qualité des céréales semble meilleure que celle de la saison dernière. Tant mieux, le coût des aliments pour animaux a augmenté plus rapidement que le prix du bœuf. Chelsea souleva un sac et le regretta immédiatement. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait prévu et elle trébucha légèrement. Dalton la rattrapa par le coude pour la stabiliser. Doucement. Ces sacs sont plus lourds qu'ils n'en ont l'air. Pendant un instant, ils se tinrent suffisamment près l'un de l'autre pour que Chelsea puisse sentir l'odeur propre de son savon mêlée à celle de sa sueur. Elle leva les yeux vers son visage et vit dans son expression quelque chose qui lui coupa le souffle. « Je devrais peut-être m'en tenir aux tâches plus légères, dit-elle, mais sa voix était plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu devrais peut-être laisser quelqu'un t'aider plus souvent, répondit Dalton, sa main encore chaude sur son bras. Le moment s'étira entre eux,
plein de possibilités et de risques. Chelsea sentit son cœur battre à toute vitesse, sans aucun rapport avec l'effort physique. Elle était très consciente de la présence de Dalton, de la force de ses mains burinées, de la façon dont il la regardait, comme si elle était quelque chose de précieux plutôt que de gênant. Dalton, commença-t-elle, sans savoir trop ce qu'elle voulait dire. Madame Goodwin, Chelsea, corrigea-t-elle, juste Chelsea. Son sourire était lent et merveilleux. Chelsea, c'est un très joli prénom. Vous trouvez? Je l'ai toujours trouvé joli. Il vous va bien? Ils se tenaient désormais plus près l'un de l'autre, assez près pour que Chelsea puisse voir les reflets dorés dans les yeux bruns de Dalton. Elle avait l'impression d'être au bord d'une falaise, terrifiée et exaltée par le vide en contrebas. « Nous devrions probablement finir avec ces sacs d'alimentation, » murmura-t-elle. « Probablement. » Dalton acquiesça, mais aucun d'eux ne bougea. Lorsqu'il lâcha enfin son bras, Chelsea ressentit la perte de son contact comme une douleur physique. Ils terminèrent leur travail dans un silence complice, mais l'air entre eux vibrait d'une nouvelle conscience. En rentrant au ranch ce soir-là, Chelsea se surprit à sourire sans raison, si ce n'est le souvenir de la main de Dalton sur son bras et la chaleur dans ses yeux lorsqu'il avait prononcé son nom. Pour la première fois depuis la mort de Kel, elle se permit d'imaginer ce que cela pouvait faire d'être touchée par quelqu'un qui se souciait réellement de son bien-être. Quelqu'un qui la voyait comme une femme digne d'être protégée plutôt que comme un bien à gérer. Cette pensée la ravissait et la terrifiait à la fois. Elle avait juré de ne plus jamais confier son cœur à un autre homme. Mais Dalton Hancock commençait à lui faire douter que ce serment ait été un acte de sagesse ou simplement de la peur déguisée en force. La chaleur du mois d'août s'était installée sur Redemption Valley comme une lourde couverture, rendant les journées longues et le travail plus difficile. Chelsea se surprit à préférer les heures plus fraîches du petit matin et de la fin de soirée, moment où elle avait le plus de chances de croiser Dalton dans l'exercice de ses fonctions. Leur conversation était devenue plus personnelle depuis cet incident dans la grange. Dalton lui avait confié ses souvenirs de la ferme de sa grand-mère, ses difficultés à s'établir après la trahison de Mir, son rêve de posséder un jour son propre petit domaine. Chelsea se surprit à lui rendre l'appareil, lui parlant du mariage de ses parents, de sa déception vis-à-vis du sien, de sa peur de devenir cette femme aigrie qu'elle sentait parfois monter en elle. « Tu n'es pas aigrie, » lui dit Dalton un soir alors qu'ils étaient assis sur les marches du porche de la maison du ranch, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Prudente, peut-être protectrice envers toi-même, mais pas amère. Comment peux-tu en être si sûr? Les gens amers ne remarquent pas quand leurs employés ont des problèmes personnels. Ils ne s'assurent pas que tout le monde ait assez à manger pendant les périodes difficiles. Ils ne s'assoient pas sur le porche pour discuter avec leurs employés de la vie, de leurs rêves et de leurs déceptions. Chelsea réfléchit à cela. Peut-être que j'ai juste le sens des affaires. Des travailleurs heureux sont des travailleurs productifs. Peut-être. Dalton acquiesça avec un petit sourire. Ou peut-être es-tu plus gentil que tu ne veux l'admettre. Ces remises en question douces de sa perception d'elle-même la réconfortaient et la déstabilisaient à la fois. Dalton voyait en elle des qualités qu'elle avait oublié posséder. Mais son attention la rendait également de plus en plus consciente des murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. La première véritable épreuve survint lorsque le Dr. Rocky Ferguson fit une nouvelle visite insistante au ranch. Chelsea était dans la grange avec Dalton, discutant du prochain transport de bétail vers le marché, lorsque Ferguson arriva à l'improviste. « Chelsea, ma chère », appela Ferguson depuis l'entrée de la grange, sa voix empreinte d'une familiarité présomptueuse qui la faisait toujours grimacer. « J'espère que vous ne m'en voulez pas de passer à l'improviste. » Chelsea sentit Dalton se raidir à côté d'elle, bien que son expression restât soigneusement neutre. « Dr. Ferguson », répondit-elle froidement. « Quelqu'un est blessé? » « Pas du tout. Je voulais simplement discuter d'une question d'intérêt commun. » Les yeux pâles de Ferguson se posèrent avec dédain sur Dalton. « Nous pourrions peut-être parler en privé. Je discute des affaires du ranch avec M. Hancock. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire ici. » La bouche de Ferguson se crispa de mécontentement. « Très bien. J'ai entendu des rumeurs inquiétantes au sujet de votre relation avec l'employé. En tant que personne soucieuse de votre réputation, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'aborder cette question délicate. » Ces mots frappèrent Chelsea comme un coup physique, mais pas parce qu'ils la surprenaient.
Elle savait que les commerces de la ville finiraient par remarquer ses interactions accrues avec Dalton. Ce qui la choqua, ce fut la vague de colère protectrice qu'elle ressentit pour Dalton. Ma relation, répéta-t-elle d'une voix dangereusement calme. Allons, Chelsea, inutile d'être sur la défensive. Je comprends que la solitude puisse conduire à des fréquentations douteuses, mais vous réalisez certainement à quel point il est inapproprié pour une dame de votre rang de passer autant de temps avec un simple ouvrier. Dalton recula d'un pas, et Chelsea vit dans ses yeux la résignation familière, le regard d'un homme habitué à être rejeté et rabaissé par ses supérieurs sociaux. Cette expression lui rappela douloureusement ses propres sentiments pendant les pires moments de son mariage. Dr. Ferguson, dit Chelsea d'une voix aussi tranchante que le vent hivernal. Monsieur Hancock n'est pas un simple ouvrier. C'est un ouvrier agricole expérimenté dont j'apprécie les conseils et dont je respecte le caractère plus que je ne peux le dire des hommes qui viennent sans y être invités sur ma propriété pour répandre des ragots déguisés en préoccupation. Le visage de Ferguson s'assombrit. J'essaie de vous protéger d'une erreur qui pourrait ruiner votre réputation à jamais. Une femme dans votre position, une femme dans ma position, peut choisir ses propres fréquentations sans l'ingérence de personnes trop zélées. Chelsea s'approcha de Ferguson, sa colère la rendant audacieuse. Je vous serais reconnaissante de garder pour vous vos opinions sur mes amitiés. Amitié? Le rire de Ferguson était sinistre. C'est ainsi que vous appelez le fait qu'une veuve fortunée fréquente le Dr. Ferguson? La voix de Dalton était calme, mais elle contenait un avertissement sans équivoque. Je pense que Mme Goodwin a clairement exprimé sa position. Ferguson se tourna vers Dalton avec une satisfaction malveillante. Et je pense que vous devriez vous rappeler votre place, cowboy. Les hommes comme vous vont et viennent, mais la réputation de Mme Goodwin la suivra toute sa vie. Les hommes comme moi travaillent pour obtenir ce qu'ils ont, répondit Dalton d'un ton calme. Nous ne prétendons pas avoir droit à ce qui appartient à d'autres. La critique implicite fit mouche. La fortune héritée de Ferguson et son sentiment d'avoir des droits étaient bien connus à Redemption Valley. Il n'avait jamais effectué un seul jour de travail physique de sa vie. Comment osez-vous me parler ainsi? Comment osez-vous parler de moi? Comme si je n'étais pas présente, interrompit Chelsea. Cette conversation est terminée, Dr. Ferguson. Veuillez quitter ma propriété. Vous le regretterez, Chelsea. Quand cette histoire d'amour finira mal, ne vous attendez pas à la sympathie des gens honnêtes. Après le départ de Ferguson, Chelsea et Dalton restèrent debout dans un silence gênant. Elle voyait bien que les paroles du docteur l'avaient affecté, lui rappelant ses propres souvenirs de rejet social par Maya Vincent. « Je suis désolé que vous ayez dû entendre ça », dit finalement Chelsea. « Pas moi », répondit Dalton, la surprenant. « Je suis désolé qu'il ait dit cela, mais je ne regrette pas de l'avoir entendu. Maintenant, je sais ce que les gens pensent, et je peux décider si cela m'importe. Est-ce que cela t'importe? » Je veux dire, Dalton la regarda droit dans les yeux, son regard brun sérieux. « Je m'inquiète que cela puisse te faire du mal. Je m'inquiète que cela puisse te rendre la vie plus difficile, mais je me fiche de ce que le Dr. Ferguson pense du fait que je fréquente quelqu'un qui est bien au-dessus de ma condition. Tu n'es pas en dessous de ma condition, n'est-ce que pas? Je suis ouvrier agricole, Chelsea. Je gagne 30 $ par mois, plus le gîte et le couvert. Tu possèdes des terres qui valent plus que ce que je gagnerais en défi. Les gens comme Ferguson n'ont pas tort au sujet de la différence entre nos situations. Ils ont tort au sujet de ce qui importe, dit Chelsea avec véhémence. Kell avait de l'argent et un statut social. Il avait aussi un cœur cruel et aucun respect pour ceux qu'il considérait comme inférieurs. Toi, tu as de l'intégrité, de la gentillesse et de la force. Dis-moi ce qui est le plus important. Tu changeras peut-être d'avis quand les ragottes s'intensifieront, et elles s'intensifieront. Chelsea sentit un frisson de reconnaissance. C'était exactement ainsi que sa peur avait commencé, avec le traitement sévère de Kell. Le schéma familier du jugement d'un homme qui menaçait de la séparer de quelque chose qui lui était cher. Mais cette fois, elle avait le choix. « Laissez-les parler, dit-elle fermement. Je ne vivrai pas ma vie en fonction de l'opinion de personnes qui n'ont jamais été à ma place. » Dalton scruta son visage à la recherche d'un signe de doute. « Vous dites cela maintenant, mais Dalton, dit-elle en s'approchant, assez près pour voir les rides d'inquiétude autour de ses yeux. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit à propos du jardin de votre grand-mère? Que les jardins renaissent quand quelqu'un croit à nouveau en eux?
Oui. Eh bien, peut-être que c'est pareil pour les gens. Peut-être que j'avais juste besoin que quelqu'un croie que je valais mieux que les pires choses qui avaient été dites à mon sujet. Le test suivant eut lieu une semaine plus tard, lorsque Zane Banks arriva avec ce qu'il considérait clairement comme son offre finale irrésistible. Cher Chelsea, annonça Banks en entrant sans y être invité dans la cuisine où elle et Dalton examinaient les comptes mensuels, j'ai été patient assez longtemps. Il est temps que nous discutions de notre avenir. Sérieusement, Chelsea leva les yeux de ses livres de comptes. Son expression était froide. Monsieur Banks, je ne me souviens pas vous avoir invité chez moi. Pas besoin de formalité entre nous, répondit Banks en s'installant à sa table de cuisine comme s'il était chez lui. Son regard se posa avec dédain sur Dalton. Votre comptable pourrait peut-être nous laisser un peu d'intimité. Monsieur Hancock est mon associé, dit Chelsea d'un ton neutre. Il reste. Le visage de Banks s'assombrit. Associé. Chelsea, vous ne pouvez pas sérieusement vouloir impliquer un employé dans des décisions importantes. Quelle décision importante? Demanda Chelsea, même si elle se doutait de la suite. Notre mariage, bien sûr. J'ai attendu 3 ans que vous reveniez à la raison au sujet de cette absurdité de veuvage. Je suis prêt à vous offrir un règlement très généreux. Dalton serra les mâchoires, mais resta silencieux. Chelsea ressentit une vague de gratitude pour sa retenue et sa confiance en sa capacité à gérer la situation. Règlement, répéta Chelsea. Monsieur Banks, je ne suis pas à vendre. Ne soyez pas naïve. Toutes les femmes ont un prix. Et le vôtre est tout à fait raisonnable. Je prendrai en charge toutes les dettes du ranch, je moderniserai vos activités et je vous donnerai le statut social que vous méritez. En échange, vous me fournirez l'accès au terrain dont j'ai besoin pour mon entreprise de cuir et la respectabilité d'être marié à la fille de Thomas Macmillan. La froideur calculée de sa proposition rappela douloureusement à Chelsea son mariage avec Kal-El. Les deux hommes la considéraient comme une transaction plutôt que comme une personne. « Je vois, dit-elle doucement. Et qu'est-ce qui vous fait penser que cet arrangement commercial m'intéresse? Parce que l'alternative est la ruine sociale, répondit Banks avec satisfaction. Cette ridicule passion pour votre cowboy fait déjà jaser. Combien de temps faudra-t-il avant que les gens honnêtes cessent de faire affaire avec une femme qui fréquente un employé? Tu as besoin d'un mari respectable, Chelsea, et je suis ta dernière option décente. Ma dernière option décente? M. Chelsea se leva lentement, sa voix gagnant en force. Monsieur Banks, j'ai eu 3 ans pour observer les hommes respectables de Redemption Valley. J'ai vu comment ils traitent leurs femmes, leurs enfants, leurs employés. Si c'est ça, la décence, je préfère tenter ma chance avec l'indécence. Vous commettez une erreur qui vous ruinera. Non, dit Chelsea en se plaçant à côté de Dalton. Mon erreur a été de penser que je devais prouver que je méritais l'attention d'un homme bien. Il m'a fallu trop de temps pour comprendre que la question n'était pas de savoir si je méritais le respect, mais si l'homme qui me l'offrait était digne de moi. Banks se leva de sa chaise, le visage déformé par son orgueil blessé. Très bien, mais ne venez pas pleurer chez moi quand cela se terminera mal. Les hommes comme lui ne restent pas avec des femmes comme toi. Ils prennent ce qu'ils peuvent obtenir et passent à une proie plus facile. Après le départ de Banks, qui claqua la porte derrière lui, Chelsea s'affala contre le comptoir de la cuisine. La confrontation l'avait épuisée plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu t'en es bien sorti, » dit Dalton doucement. « Vraiment? J'ai l'impression de m'être fait un ennemi. Banks était déjà ton ennemi. La seule différence, c'est que maintenant, il sait que tu le sais. » Chelsea esquissa un faible sourire. « Depuis quand es-tu si calé en politique locale? » « Depuis que j'ai réalisé que je tombais amoureux de la femme la plus compliquée des 3 comtés. » Cette confession désinvolte resta suspendue entre eux. Dalton semblait aussi surpris que Chelsea par ses propres mots. « Tu es tombé amoureux de moi ?» répéta-t-elle. « On dirait bien, » répondit Dalton, les joues rougissantes. « Mais je te promets que je suis meilleur que Banks. » Malgré tout, Chelsea se surprit à rire. « Ce n'est pas vraiment un critère très élevé. C'est vrai, mais je suis aussi meilleur que ton défunt mari, et ça veut dire quelque chose. » Cette remarque irrévérencieuse aurait dû la choquer, mais elle ressentit plutôt un soulagement. Dalton ne traitait pas la mémoire de Kell comme sacrée, ni son chagrin comme intouchable. Il reconnaissait la réalité de son passé sans s'en laisser intimider. « Tu sais, dit-elle pensivement, je pense que tu as peut-être raison.
La demande en mariage eut lieu alors qu'il réparait une pompe à eau qui s'était cassée pendant la nuit. Chelsea tenait une clé à molette tandis que Dalton serrait un boulon récalcitrant. Il va falloir remplacer des pièces, marmonna Dalton en essuyant la sueur de son front. Tout le mécanisme est usé. Pouvons-nous nous permettre de le réparer correctement ou devons-nous le rafistoler à nouveau? Cela dépend si nous planifions à court ou à long terme. Que veux-tu dire? Dalton posa ses outils et la regarda droit dans les yeux. Je veux dire que si je t'aide simplement à passer une autre saison, nous le rafistolons. Mais si je reste ici pendant des années pour t'aider à construire quelque chose qui dure, nous investissons dans des pièces de qualité. Chelsea sentit son cœur s'emballer. Et que prévoyez-vous? Cela dépend de vous, Chelsea. J'aimerais construire quelque chose qui dure, si vous m'acceptez. La proposition était pratique, honnête et parfaitement adaptée à l'homme qui la faisait. Pas de déclaration dramatique ni de promesse qu'il ne pourrait tenir. Juste une invitation à construire un avenir ensemble. Vous me demandez de vous épouser alors que nous sommes plongés jusqu'au coude dans les machines de pompage. Je te demande de m'épouser parce que nous travaillons bien ensemble. Même les mains dans les machines à pompe. Chelsea regarda cet homme qui n'avait jamais essayé de la changer, qui ne lui avait jamais demandé d'être moins qu'elle-même, qui ne lui avait jamais fait honte de sa force ou de ses cicatrices. Oui, dit Adam. Tel simplement. Oui, oui. Oui, je t'épouserai, mais nous ferons les choses correctement. Pas d'avocat qui arrange les mariages pour des raisons financières. Personne ne nous dira ce que nous devons vouloir. D'accord. Que veux-tu? Je veux une petite cérémonie. Je veux écrire mes propres vœux et je veux être sûr que tout le monde comprenne qu'il s'agit d'un partenariat, pas d'une acquisition. Ils se marièrent par une fraîche matinée d'octobre 1847, célébrée par le révérend Jake Collier en présence de Leonidas Stewart et de sa femme comme témoin. Chelsea portait une simple robe bleue qu'elle avait cousue elle-même, et Dalton portait sa plus belle chemise avec une nouvelle cravate à nouer. Au lieu des vœux traditionnels, ils ont prononcé les mots qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Dalton Chelsea a dit, d'une voix ferme malgré l'importance du moment. Je promets de te confier mon cœur, mon ranch et mon avenir. Je promets de travailler à tes côtés et non derrière toi et de ne jamais laisser les opinions des autres ébranler ma foi en ce que nous construisons ensemble. Chelsea Dalton répondit, je promets de mériter ta confiance chaque jour, de protéger ce que nous construisons sans essayer de le contrôler, et de t'aimer non pas malgré ta force, mais grâce à elle. Leur baiser de mariage fut doux et assuré, sous le regard du soleil matinal et des montagnes qui veillaient sur la vallée depuis des siècles. La réception de mariage eut lieu dans la cuisine de ranch où Dalton avait préparé un festin à base de légumes de son jardin et de bœuf provenant de leur propre troupeau. Le repas était simple mais délicieux et la conversation coulait aussi facilement que le vin. Léonidas porta un toast aux mariés en levant son verre de cèdre. Que votre mariage soit aussi solide que votre bétail et aussi fructueux que votre terre, et que vos enfants héritent de l'entêtement de leur mère et du bon sens de leur père, ajouta Anna Carlson, l'institutrice du village, qui était devenue l'une des rares amies proches de Chelsea. Alors que la soirée touchait à sa fin et que leurs invités partaient, Chelsea se retrouva seule avec son nouveau mari dans la cuisine où ils avaient partagé tant de conversations. Elle dit alors, tout à coup timide, « Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous nettoyons la vaisselle, nous allons voir le bétail et nous verrons le reste au fur et à mesure, » répondit Dalton en retroussant ses manches. C'est très pratique. Préférez-vous quelque chose de plus romantique? Chelsea réfléchit sérieusement à la question. En fait, oui, je préférerais. Dalton posa la vaisselle qu'il était en train de débarrasser et prit ses mains dans les siennes. Chelsea Hancock, dit-il, utilisant son nouveau nom pour la première fois, tu es la femme la plus remarquable que j'ai jamais connue. Tu es assez courageuse pour faire à nouveau confiance après avoir été blessée, assez forte pour diriger ce ranch toute seule, et assez généreuse pour voir au-delà de ma situation modeste et reconnaître l'homme que j'essaie d'être. Et j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne regretteras jamais de m'avoir choisi. Il l'embrassa alors, non pas le baiser bref de leur cérémonie de mariage, mais quelque chose de plus profond et de plus prometteur. Chelsea sentit ses dernières défenses s'effondrer, remplacées par quelque chose d'infiniment plus précieux. La certitude qu'elle était vraiment en sécurité dans ses bras. Leur nuit de noces fut douce et patiente, deux personnes apprenant à se faire confiance,
non seulement avec leur cœur, mais aussi avec leur corps. Il y avait des rires mêlés de passion, des conversations entrelacées de baisers et une tendresse que Chelsea n'avait jamais connue auparavant. Tu ne m'avais jamais dit que tu étais aussi serré, haleta Dalton pendant un moment d'intimité à couper le souffle, son calme habituel laissant place à une merveilleuse spontanéité. Ce commentaire, mi-taquin, mi-submergé, fit rire Chelsea, alors même que le désir la parcourait. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore à mon sujet. J'ai hâte de les découvrir, répondit-il, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Chelsea se sentait vraiment chérie plutôt que simplement possédée. La première année de leur mariage transforma le ranch Doubleman d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Grâce à la sagesse pratique de Dalton et au sens des affaires de Chelsea, ils modernisèrent leurs opérations tout en conservant la touche personnelle qui fidélisait leurs employés. Les nouveaux systèmes d'irrigation fonctionnent mieux que prévu, rapporta Dalton lors d'une de leurs réunions de planification en soirée. La production d'herbe a augmenté de 30% dans les pâturages du Sud et le prix du bétail s'est stabilisé autour de 25 $ par tête, ajouta Chelsea en consultant ses registres. Si nous parvenons à maintenir la taille du troupeau pendant l'hiver, nous réaliserons un bénéfice de près de 8 000 $ cette année. Ton père serait fier, a déclaré Dalton en la regardant calculer les coûts d'alimentation avec la même précision qu'elle apportait à tout le reste. Il serait fier de nous, a corrigé Chelsea. Ce succès nous appartient à tous les deux. Leur partenariat s'étendait au-delà des affaires et touchait tous les aspects de leur vie quotidienne. Ils partageaient les tâches culinaires, Dalton enseignant à Chelsea les techniques de sa grand-mère tandis qu'elle apportait les recettes de sa mère. Ils travaillaient ensemble à l'amélioration du ranch. La vision de Chelsea s'est combinée au savoir-faire de Dalton pour créer des solutions qu'aucun d'eux n'aurait pu réaliser seul. L'attitude de la ville envers leur mariage a évolué, passant du scandale au respect réticent, car la prospérité des deux hommes était devenue impossible à ignorer. Même les anciens détracteurs avaient du mal à contester leur succès. Je dois l'admettre, a avoué le Dr Ferguson lors d'une rencontre fortuite au magasin général. Votre mari s'est révélé plus compétent que je ne l'aurais cru. Plus compétent que vous ne l'espériez, vous voulez dire, a répondu Chelsea avec humour. Ferguson a eu la décence de paraître embarrassé. J'ai peut-être mal jugé la situation. Vous avez mal jugé les personnes impliquées, a corrigé Chelsea. La situation ne vous concernait pas. La deuxième année, leur premier enfant est né, une fille qu'ils ont prénommée Lily Rose Hancock. Dalton s'est révélé être un père aussi doux et attentionné qu'il était un mari, se levant pour les tétés de minuit et chantant des berceuses de sa voix grave et apaisante. « Elle a tes yeux, dit-il un soir, berçant le bébé pendant que Chelsea se reposait. « Et ton menton obstiné, répondit Chelsea avec une satisfaction fatiguée. Que le ciel nous vienne en aide quand elle sera plus grande. Que le ciel vienne en aide au pauvre garçon qui tentera de la courtiser. » Chelsea a ri. « Avec ton instinct protecteur et mon sens des affaires, elle sera redoutable. » 4 ans plus tard, leur fils Thomas Dillon a rejoint la famille, nommé non pas en l'honneur du père de Chelsea, mais en référence aux qualités qu'ils espéraient qu'il incarnerait. L'honnêteté et la force. Le garçon s'est révélé avoir le tempérament stable de son père et l'esprit vif de sa mère, papa. Lily, âgée de 3 ans, annonça un matin pendant le petit déjeuner. « Tommy a mangé mon biscuit. » Tommy marche à peine, fit remarquer Dalton avec raison. « Comment a-t-il mangé ton biscuit? » Il l'a regardé avec ses yeux affamés, expliqua Lily avec le plus grand sérieux. « Ah, la défense des yeux affamés, » dit Chelsea en cachant un sourire, une accusation très sérieuse. « Je pense que nous devons enseigner à notre fille ce qu'est une preuve, » suggéra Dalton. « Et enseigner à notre fils ce qu'est le vol de biscuits, » ajouta Chelsea. « On ne peut pas avoir de criminels dans la famille. » Ces moments d'humour familial remplissaient leur maison d'une chaleur dont Chelsea n'avait pu que rêver pendant ses années de solitude. La maison du ranch, autrefois remplie de silence et de souvenirs douloureux, résonnait désormais des rires des enfants et des sons réconfortants d'une famille qui construisait sa vie ensemble. Les Doublemen continuaient à prospérer sous leur gestion conjointe. Ils agrandirent le troupeau, améliorèrent le cheptel reproducteur et développèrent des relations avec des acheteurs à Denver et Colorado Springs. D'autres éleveurs ont commencé à leur demander conseil sur tout, de la gestion de l'alimentation à la négociation des contrats.
Hancock s'y connaît en bétail et a admis Ethan Owens, le cultivateur de blé qui avait autrefois courtisé Chelsea, et sa femme s'y connaît en affaires. Ensemble, ils construisent quelque chose d'impressionnant. Leur succès leur a permis d'étendre leur influence au-delà du ranch. Ils ont embauché des ouvriers supplémentaires, offrant un travail stable à des hommes qui avaient du mal à trouver un emploi fiable. Dalton a mis en place un programme d'apprentissage informel, enseignant aux jeunes travailleurs les compétences dont ils avaient besoin pour progresser. Un homme a besoin de plus qu'un salaire pour se construire une vie, a-t-il expliqué à Chelsea lorsqu'elle a remis en question les dépenses supplémentaires liées au programme de formation. Il a besoin de compétences, de confiance en soi et de la possibilité de s'épanouir. Et une femme a besoin de savoir que la générosité de son mari ne les mènera pas à la ruine, a répondu Chelsea, sur un ton affectueux plutôt que critique. Fais-moi confiance, toujours. Leur générosité s'étendait également à la communauté. Ils contribuaient au fonds de construction de l'Église, parrainaient le bal annuel de la moisson et fournissaient le bœuf pour la fête du 4 juillet de la ville. Contrairement à la charité calculée des familles plus riches qui donnaient pour leur statut social, la générosité des Hancock semblait sincère et sans prétention. Ils n'agissent pas comme s'ils rendaient un service à quelqu'un, observait Annabelle Collier, la femme du pasteur. Ils agissent comme s'ils faisaient simplement ce que font les voisins. Au bout de 5 ans de mariage, les Doublemen étaient devenus le ranch le plus prospère de Redemption Valley. Mais surtout, c'était devenu un véritable foyer, un lieu où l'amour, les rires et le travail acharné avaient créé quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. 14 ans après leur mariage, Chelsea se tenait sous le porche de la maison de ranch, regardant ses enfants jouer dans la cour tandis que Dalton travaillait dans son jardin agrandi. La scène qui se déroulait devant elle aurait semblé impossible pendant les années sombres qui avaient suivi la mort de Kel. Lily, âgée de 12 ans et déjà en passe de devenir une jeune femme formidable, apprenait à Tommy, 8 ans, à tresser un lasso. Rose, leur plus jeune fille âgée de 5 ans, les aidait en s'emmêlant dans la corde et en riant aux éclats. « Maman, appela Rose, dis à Tommy qu'il ne fait pas ça correctement. Dis à Rose qu'elle est dans le chemin, rétorqua Tommy. Dis-leur à tous les deux que se disputer ne les aidera pas à accomplir leur tâche, suggéra Dalton en s'approchant du porche, les bras chargés de légumes de son jardin. Facile à dire pour toi, répondit Chelsea en acceptant un baiser et une poignée de tomates fraîches. Ce n'est pas toi qui dois arbitrer leurs disputes toute la journée. C'est vrai, je ne fais que profiter du spectacle. Ils regardaient leurs enfants se chamailler avec le contentement de parents qui savaient que leur progéniture était en bonne santé, heureuse et en sécurité. C'était le genre d'enfance que Chelsea avait voulu leur offrir, rempli d'amour, de rire et de la certitude qu'ils étaient appréciés pour ce qu'ils étaient, plutôt que pour ce qu'ils pouvaient apporter. Le garçon Patterson est passé tout à l'heure. Dalton a mentionné en passant qu'il avait demandé s'il pouvait rendre visite à Lily. Chelsea a failli s'étouffer avec son verre d'eau. Elle a 12 ans. C'est ce que je lui ai dit. J'ai également mentionné qu'il devrait attendre environ 6 ans et apporter des références morales, des bulletins scolaires, une lettre de son pasteur, peut-être un relevé financier. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Dalton avait l'air parfaitement sérieux jusqu'à ce qu'il aperçoive le visage horrifié de Chelsea. Oui, je plaisante. En grande partie. En grande partie, les références morales ne sont pas négociables. Chelsea secoua la tête en riant malgré elle. Notre pauvre fille ne sait pas ce qui l'attend. Elle s'en sortira très bien. Elle a ta force et mon instinct protecteur. Tout garçon assez stupide pour la maltraiter ne saura pas ce qui lui arrive. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Neil Williams, le représentant de la compagnie ferroviaire, qui cherchait à obtenir des droits de passage depuis plus de 10 ans. Williams semblait plus âgé et plus fatigué que lorsqu'il avait abordé Chelsea pour la première fois, et son attitude était nettement plus respectueuse. « Madame Hancock, Monsieur Hancock, dit-il en retirant son chapeau à l'approche du porche. « J'espère que vous ne nous dérangez pas, Monsieur Williams, répondit Chelsea cordialement. Qu'est-ce qui vous amène au Double M? La Denver and Rio Grande est prête à faire une offre finale pour les droits de passage sur votre pâturage et 75 000 $ pour un droit de passage permanent, avec 5 000 $ supplémentaires par an pour l'accès à des fins d'entretien. L'offre était nettement supérieure aux propositions précédentes, reflétant à la fois le désespoir de la compagnie ferroviaire
et les talents de négociateur avérés des Hancock. Chelsea et Dalton échangèrent un regard, menant une conversation muette fruit de leurs années de collaboration. Monsieur Williams, dit finalement Dalton, nous apprécions ces conditions plus avantageuses, mais notre réponse reste la même. Le double M n'est pas dans le commerce de la vente de terre. Je comprends votre attachement à cette propriété, mais vous réalisez sûrement que cette somme d'argent pourrait assurer l'avenir de vos enfants. L'avenir de nos enfants est déjà assuré, répondit Chelsea. Ils grandissent sur des terres qui appartiennent à la famille depuis des générations, apprennent à travailler de leurs mains et de leur tête, entourés de personnes qui les aiment. Aucune somme d'argent ne peut acheter cela. Williams tenta une dernière fois. Le chemin de fer passera d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas à travers votre terrain, ce sera autour. Vous feriez bien de tirer profit de l'inévitable. Alors je suppose que le chemin de fer devra contourner notre terrain, dit Chelsea d'un ton définitif. Bonne journée, Monsieur Williams. Après le départ de l'homme du chemin de fer, Chelsea et Dalton reportèrent leur attention sur leurs enfants, qui avaient abandonné leur travail avec la corde pour courir après les poulets dans la cour. « Tu n'as aucun regret ?» demanda Dalton à voix basse. « À propos d'avoir refusé l'argent du chemin de fer. Aucun. À propos de tout. D'avoir épousé un cowboy pauvre. D'avoir renoncé à une vie plus facile. D'avoir choisi cette vie. » Chelsea réfléchit sérieusement à la question, comme elle le faisait pour toutes les questions réfléchies de Dalton. Le ranch bourdonnait d'activités productives. Leur bétail paissait dans des pâturages sains. Leurs enfants jouaient en toute sécurité dans la cour et leur maison rayonnait de la chaleur d'un bonheur authentique. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos des jardins ?» demanda-t-elle. « Qu'ils renaissent quand quelqu'un croit en eux. » Je m'en souviens. J'ai passé des années à penser que ma capacité à être heureuse était morte avec mes parents et avait été enterrée avec mon premier mariage. Je pensais me protéger en refusant de confier mon cœur à qui que ce soit. Et maintenant, je réalise que je ne protégeais pas mon cœur, je l'affamais. Il a fallu un homme patient, aux mains douces et à la fois illimitées, pour l'aider à s'épanouir à nouveau. Et il a fallu une femme courageuse, à l'esprit fort et à l'âme généreuse, pour me faire croire à nouveau en l'amour, répondit Dalton en la serrant contre lui. Leur étreinte fut interrompue par Rose, qui s'était apparemment lassée de courir après les poulets et avait décidé que ses parents avaient besoin de son attention. « Papa, pourquoi tu serres toujours maman dans tes bras ?» demanda-t-elle avec la franchise de l'enfance. « Parce que je l'aime bien, » répondit Dalton sérieusement. « Tu l'aimes plus que les poulets? » « Beaucoup plus que les poulets, plus que les chevaux, plus que les chevaux, plus que le ragoût de bœuf. » Dalton fit semblant de réfléchir attentivement à cette question. « C'est une question difficile. Ta maman fait un excellent ragoût de bœuf, papa. » Rose gloussa, ravie par sa taquinerie. « Oui, Rose. J'aime ta maman plus que le ragoût de bœuf, même si c'est très serré, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances dorées et roses. » Chelsea réfléchit au chemin qu'il avait mené jusqu'à ce moment. La jeune fille effrayée de 16 ans, qui avait été mariée à un homme cruel, semblait être une personne complètement différente. La veuve amère qui avait juré de ne plus jamais faire confiance ressemblait à un personnage sorti d'une autre histoire. Elle avait appris que l'amour ne consistait pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à trouver quelqu'un qui complétait parfaitement ses propres imperfections. Elle avait découvert que la force ne consistait pas à construire des murs, mais à avoir le courage de les abattre lorsque la bonne personne se présentait. Plus important encore, elle avait réalisé que le bonheur n'était pas quelque chose qui vous arrivait, mais quelque chose que vous construisiez jour après jour à travers d'innombrables petits choix. Choisir la confiance plutôt que la peur, le partenariat plutôt que l'indépendance, l'amour plutôt que la sécurité. « À quoi penses-tu » demanda Dalton, remarquant son expression pensive. « Je pense à quel point tout cela est différent de ce à quoi je m'attendais quand j'étais jeune. En mieux ou en pire, différent. Le mariage de mes parents, c'était magnifique, mais c'était le leur. Celui-ci est le nôtre. Construit sur des fondations différentes, mis à l'épreuve par des défis différents, mais tout aussi réels, tout aussi forts et tout aussi remplis d'amour. » Chelsea regarda son mari, dont les mains burinées étaient toujours douces, dont les yeux bruns avaient toujours la gentillesse qui l'avait attiré vers lui au début, dont la présence constante l'avait aidé à traverser toutes les tempêtes. Tout aussi rempli d'amour, confirma-t-elle.
Comme pour prouver son propos, Tommy choisit ce moment pour monter en courant les marches du porche et se jeter dans les bras de son père, suivi de près par Lily et Rose. La famille s'effondra en un amas riant de bras et de jambes, le genre d'affection spontanée qui avait complètement fait défaut dans le premier mariage de Chelsea. C'était cela, pensa-t-elle, tandis que le rire de Dalton grondait sous son oreille, que ses parents avaient essayé de lui montrer à propos de l'amour. Pas les grands gestes ou les déclarations passionnées, mais le choix quotidien de construire ensemble quelque chose de beau, un moment à la fois. Le Ranch Double May était devenu plus qu'une entreprise prospère ou même une maison familiale. Il était la preuve du pouvoir des secondes chances, de la possibilité de rédemption et de la vérité selon laquelle l'amour, lorsqu'il est fondé sur le respect mutuel et un partenariat sincère, peut surmonter tous les obstacles. Dans la lumière déclinante d'une autre journée paisible, entouré des bruits de sa famille et de la prospérité qu'ils avaient construite ensemble, Chelsea Hancock savait qu'elle avait enfin trouvé le chemin de sa maison. Ela, mas ela vê tudo que a gente tá vendo. E ela interage com as coisas também. Só que, pelo que eu entendi, quem colocou ela nesse estado agora foi o Araldo. Por vontade O dele. quê? E ela tá presa nesse estado. E ela não sabe se é um estado de superposição, um estado de Lavoisier, uma mistura das coisas, mas ela tá, tipo assim, separada dimensionalmente da gente, eu acho. E o Araldo machucou ela no processo. Certo. É. E foi o Araldo que colocou ela nesse estado. Tá, não. Tá. Vai ser difícil. Mas talvez eu tenha. Talvez ele seja até aqui, ó, Malena. Talvez eu tenha uma dica. Não sei, talvez pode ajudar. Ó, seguinte. O que eu pensei? Vocês montaram um aparato para se comunicar comigo, certo? Certo. Uhum. Vocês montaram também uma câmera, correto? Correto. Uhum. Tá, talvez vocês colocassem ela nessa câmara e tentassem colocá-la em superposição novamente através de muita energia. Pode funcionar. Eu só não sei como vocês conseguiriam. No YouTube. Algum arrombado destruiu essa. Ah, tá. Mas calma, você ia falar como a gente conseguiria tanta energia? Vocês precisariam de muita energia, coloca ela na câmara. Rubi, no centro da árvore. Agora tem uma pequena coisa que eu não sei se pode funcionar. Eu tô precisando descobrir algumas coisas sobre. Tá bom, vou chamar ele de Sargent, tá bom? Ou o que eu chamo ele? Não posso chamar de Sargent, mas. Bem, me fala. Me fala o correto, qual o certo? Hã? Qual é o certo? Se você e ele se entendem desse jeito, tá bom. Não, tudo bem chamar ele de sodinho, honestamente. Fiquei com ciúme e A gente tudo só mais. estranhou, Mas pode. Não, você pode chamar Não, ele de vocês sodinho. são únicos. Não tem como substituir vocês. Vocês são para sempre meus melhores amigos. E nada vai mudar isso. Foi muito fofo. Fiquei muito feliz, obrigada. Tá, dito isso, você acha que se a gente replicar uma câmera de superexposição, vai fazer todo o processo para uma câmera de superexposição com uma grande fonte de energia? O que mais? Só que tem um pequeno porém. Talvez vocês precisem do Sargent. Mas aí que tá, eu não sei quão seguro isso seria. E ele poderia correr algum risco de vida. Tá, isso poderia colocar os SODs em risco de vida. Porque a gente colocaria os SODs na câmera também? Talvez alguma espécie de catalisador paralelo onde vocês pudessem fazer interconexões. Seria mais interessante. Não dividir os dois no mesmo lugar. Tá, colocar eles em locais separados, mas interconectados, para o SOD ser o catalisador, para conseguir trazer... Aí você diria que o SOD seria o catalisador para trazer a Malena de volta para nossa realidade? Na verdade é só um chute. Eu faria isso para tentar recuperá-la. Mas se vai funcionar... Eu não posso garantir nada, gente, desculpa. Não, tudo bem, a gente só precisava de ideias. Essa é uma boa ideia. É Combinado. uma boa ideia pra começar.
Tá, legal. Bom, o que vocês têm pra fazer aqui também vai ser um pouco demorado, mas eu já tô quase terminando. Tá bom, desculpa. Vocês conseguiram se comunicar com ela? Sim, ela interage com o mundo. Ah, então isso facilita as coisas também, né, pra vocês. Tem, Mais ou menos, que ela tá confusa. tem alguma pergunta crucial, assim, que você faria pra ela? Uma pergunta crucial que eu faria pra ela sobre o que eu sinto? Não, mas pode ser também, mas eu diria Ah, pra... tá. Não, mas isso também é importante, isso também é importante. É importante vocês terem aí, fazerem as pazes e tal. Mas eu diria para, sei lá, porque a gente não sabe se a gente fez a pergunta crucial pra desvendar esse enigma ainda. A gente fez várias perguntas, Certo. mas a maioria tem Pergunte respostas então se confusas. ela consegue refazer os passos que a levaram a acontecer isso com ela. Se ela conseguir refazer esses passos, talvez ela consiga encontrar o objeto de erro. E talvez, replicando isso, ela pode encontrar, talvez, a falha que permitiria ela corrigir. É o que eu chutaria, o que eu perguntaria pra ela. Uma boa. Uma estratégia Uhum. de programação que se aplica na vida real, ótima. É. Você acha que isso é uma falha? Eu acredito que o Arauto deve estar usando de algum exploit, provavelmente ele não tem controle sobre esse ecossistema. Então ele com certeza tem a âncora que tem aqui. E talvez a Malena tenha caído no. Como é que fala em português? Eu esqueci. Rabbit hole. Esqueci. Buraco de. Buraco de coelho? É, talvez. Tá? Ai, desculpa. Ah, que vibração forte Foi do sem caralho, que querer. Foi sem isso? querer. Foi sem Tá comendo, porra! Tá comendo o quê? Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Nossa, tudo bem, Desculpa. tudo bem, tudo bem. Tá indo Desculpa. arrumar os status dele pra ontem já. Deixa. Mas é isso, eu acho que seria a melhor forma de talvez, sei lá, tentar tirar alguma coisa dela. Alguma info. Acho que é uma boa. Acho que a gente pode tentar. Pode ser. Obrigada, Hugo. Desculpa atrapalhar sua última